la Cour d'appel qui prend en délibéré sa décision quant à l'avenir de Guy Turcotte. Vous savez que Guy Turcotte veut être en liberté et qu'il y a le procureur de la Couronne qui dit non. En attendant son procès, c'est en prison qu'il devrait être. Alors, le débat s'est fait et se fait à la Cour d'appel qui va trancher au cours des prochains jours, des prochaines semaines. On va essayer de comprendre comment tout ça se passe avec notre collaborateur criminaliste, Maître Jean-Pierre Rancourt, et M. Hubert Van Gezegem, qui est psychologue. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, M. Bonsoir, M. Alors, Maître Rancourt, qu'est-ce qui se passe? On est devant la Cour d'appel. La Cour d'appel dit, bon, je décide pas pour l'instant. Non, on prend ça en délibéré et c'était prévisible parce que il y a eu des arguments présentés par le procureur de la Couronne qui, lui, a le fardeau de démontrer que le juge Vincent a fait une erreur, une erreur en droit et qu'on doit renverser ça. Alors, le fardeau est à la Couronne. Par contre, les arguments amenés par le procureur aujourd'hui me semblent assez sensibles parce que s'il y a un cas, par exemple, où la confiance du public a été minée par ce jugement-là, c'est probablement celui-là. Alors, la Cour d'appel va probablement mettre les balises et dire qu'est-ce que c'est que la confiance du public et qu'est-ce que c'est aussi un public bien informé en droit. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont adresser ça. N'empêche que dans la requête, il est constamment question de la santé psychologique ou psychiatrique, là, si on veut, de Guy Turcotte. Et on dit qu'il a eu des espèces de rechutes au cours des derniers mois, des dernières années. On a dû le renvoyer à Pinel, on a dû lui donner beaucoup de médicaments. Finalement, les psychiatres disent que ça a eu un effet, les médicaments, mais il y a quand même eu des idées suicidaires, etc. Donc, on parle beaucoup de sa santé mentale. C'est pertinent à cet égard. On n'en est pas là, parce que le premier critère pour décider si on met quelqu'un en liberté ou on l'incarcère, c'est de savoir est-ce qu'il va se représenter. Ça, à date, on sait qu'il va se représenter, la Couronne l'a admis. Est-ce qu'il va commettre d'autres crimes avec la médication qu'il a? Même la Couronne l'admet. C'est simplement sur le principe, est-ce que cette remise en liberté-là par le juge Vincent a eu pour effet de miner la confiance du public dans le système judiciaire, et il y avait même une manifestation encore aujourd'hui là-bas. On pense que, en tout cas, quand on parle de public bien informé, est-ce que ça veut dire que 90% des Québécois sont mal informés sur notre justice, parce qu'il y a 90% des Québécois qui étaient frustrés de voir qu'il avait été mis en liberté? En tout cas, son ex-femme, la mère de ses enfants, les enfants qu'il a tués, faut-il le rappeler, Isabelle Gaston, elle est aussi cynique envers le système de justice. Elle dit « Je ne crois plus à ça ». Elle était au palais de justice, c'était pas au palais de justice, à la Cour d'appel aujourd'hui. Écoutez bien ce qu'elle disait là-dessus. Il va falloir, comme société, qu'on respecte ça. C'est les règles qu'on s'est données. Donc, vous savez que c'est ça. La Charte des droits et libertés, malheureusement pour moi, des fois, je trouve que on ne devrait pas l'appeler comme ça, mais ça doit être ma blessure profonde qui m'amène à dire ça, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans une maison des fous. Laissons-les travailler, laissons-les prendre des décisions, mais c'est des technicalités qui font en sorte que même si l'individu est connu avoir commis un crime affreux, violent, il ne faut pas comme société, parce que nous, on ne comprend pas bien, hein, vous savez, puis je m'inclus là-dedans, que c'est tout à fait normal de laisser en liberté jusqu'à la tenue de son procès un homme qui a commis des gestes comme ça. Donc, je pense que ça va être la fin de mes commentaires. Alors, Maître Rancourt, on comprend qu'elle résume à peu près le sentiment qui habite le Québécois moyen. Elle est partie prenante, mais c'est un peu comme ça qu'on raisonne tout le monde. Oui, mais par contre, il faut la comprendre, la dame, elle est émotive, elle a perdu ses 2 enfants, et bon, elle ne croit plus au système judiciaire. Je ne pense pas que le citoyen ordinaire a perdu complètement confiance au système. Il y a eu d'autres causes qui se sont passées la semaine dernière. Le jeune Bélanger qui a tué la mère de famille avec son véhicule à Saint-Alexis a été remis en liberté, mais on n'a pas entendu parler. Alors, il faut faire attention, il faut tempérer ça. Elle, on la comprend parce que c'est très émotif. OK. Alors, parlons, M. Van Gezegem, de l'état psychologique de Guy Turcotte. Dans la requête qui est présentée à la Cour d'appel, on dit il y a eu des hauts et des bas, et finalement, on a réussi à contrôler ça avec des médicaments. Est-ce qu'on est toujours sûr
quand on prescrit ces médicaments-là, que ça va fonctionner? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il est fonctionnel? Ben, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas en parler avec grande autorité, mais non, on n'est jamais sûr, évidemment. Aussi, il est en liberté, alors est-ce qu'il prend ces médicaments? Ça aussi, ça c'est toujours un point d'interrogation. Est-ce que c'est ce qui pose problème dans des cas comme ça, justement, s'assurer que la personne prend des médicaments? Vous envoyez des gens qui ont des maladies de la sorte, et souvent, quand ça se retrouve dans les tribunaux, c'est qu'ils n'ont pas pris leurs médicaments. Oui, c'est exactement cela. C'est que, vous savez, on l'a vu avec la désinstitutionnalisation. À l'époque, c'était le grand problème. On croyait que, de toute façon, ils vont prendre leur pilule et ils vont être corrects. Sauf que l'expérience a montré que les gens qui étaient désinstitutionnalisés, qui se trouvaient dans la rue, 50% des cas ne prenaient plus leur pilule et étaient, ma foi, en grand délire, quelquefois dans la rue. Alors, dans la requête, on parle beaucoup du trouble d'adaptation parce que c'est ça qu'on a présenté en cours. On a vendu l'idée au jury qu'il avait souffert d'un trouble d'adaptation, donc il y a eu une espèce de blackout de quelques heures dans sa vie au moment où il a tué ses enfants. Et il paraît qu'il s'en est remis de ça. Par rapport au trouble d'adaptation, on peut se remettre de ça aussi rapidement? Oui, certainement. Vous savez, on a plaidé dans ce cas un trouble mental temporaire et passager. Alors, le jury l'a cru, et c'est de l'ordre du possible. Des situations où un individu est en état de dissociation et il ne sait pas ce qu'il fait, il ne peut pas distinguer entre le bien et le mal. Ça existe, cela. Évidemment, il y a un nouveau procès et c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'il restait des zones grises dans toute cette argumentation. Alors, aujourd'hui, Isabelle Gaston s'est adressée directement à Guy Turcotte. Elle dit, Guy, examine au fond de ton âme là, pourquoi tu as fait ça. Parce qu'on a l'impression, et vu de l'extérieur, comme il a toujours nié, après coup, après les événements, on a eu l'impression qu'il s'est arrivé, puis qu'il y avait même, c'était la lecture qu'on en faisait avec les rapports qu'on avait, qu'il y avait peut-être même moins de peine que Isabelle Gaston, si tant est que ça se calcule. Mais elle dit, Guy, fais un examen de conscience. Guy, si tu regardes la télévision, je te souhaite de savourer la liberté de regarder le soleil, les nuages, puis de penser à tes enfants, et ne serait-ce que pour eux, et non pas pour un système qui, à mon humble avis, ne fonctionne pas. Je te supplie d'aller chercher les raisons qui t'ont amené dans ta personnalité à commettre ces gestes-là. Ça ne me redonnera pas les enfants formidables que j'avais, puis bien que je ne crois plus à notre système de justice. Est-ce qu'un individu qui commet des choses aussi épouvantables peut faire face à ce qu'il a fait aussi rapidement? Est-ce que ça prend des années avant d'y faire face, ou est-ce qu'il y a moyen, parce qu'elle dit va chercher dans ton âme, est-ce qu'il y a moyen de le faire? Mais moi, j'ai une certaine sympathie pour ce que Mme Gaston dit là, quand elle dit Guy, cherche dans ta personnalité ce qui t'a amené de poser des gestes comme ça. Parce qu'effectivement, il doit y avoir quelque chose dans sa personnalité, à mon humble avis, qui effectivement le rendait, ou le posait un risque pour qu'il passe à l'acte. Évidemment, on n'a pas trouvé cela. On a fouillé beaucoup le fameux trouble d'adaptation et la dissociation temporaire, mais je reviens encore à ma bonne vieille métaphore de l'arbre et de ses feuilles. On a regardé que les feuilles, c'est-à-dire une symptomatologie très passagère qui a duré 1 heure ou 2, mais on ne sait pas sur quel arbre ces feuilles-là sont greffées. Cet arbre-là, et c'est exactement à cela que Mme Gaston fait référence. Qu'est-ce qu'il y a dans ta personnalité? Eh bien, de cette personnalité, on en sait encore très peu. Et c'est à ça que va servir un autre procès, mais on va se retrouver à peu près avec les mêmes spécialistes qui vont dire à peu près les mêmes arguments. Est-ce que ça va nous faire avancer? Je ne sais pas si ce seront les mêmes spécialistes. Effectivement, on a eu des spécialistes au premier procès qui n'ont regardé que l'état d'esprit du sujet au moment du meurtre. Mais actuellement, il se peut fort bien qu'il y a d'autres experts et qui prennent une autre méthodologie et qui utilisent d'autres outils pour voir quel est l'arbre, plutôt que de ne regarder que les feuilles. Pour connaître davantage sa personnalité, le fond de sa personnalité. La question doit toujours être posée. Est-ce que c'est un narcissique? Oui, est-ce qu'il y a un trouble de la personnalité? Déjà, immédiatement, s'il est aux prises avec un trouble de personnalité tel ou tel, il est beaucoup plus à risque de passer à l'acte et même de poser des gestes graves
que s'il n'a pas aux prises avec un trouble de la personnalité. Sauf qu'on ne le sait pas. Personne ne s'est posé la question apparemment. Alors, Maître Rocco, est-ce qu'il risque d'y avoir de nouveaux spécialistes impliqués là-dedans? Là? Probablement, mais il ne faut pas oublier deux dimensions qu'on oublie là. Il y aurait la jalousie dans ça, et il y a eu du lave-vite qui a été consommé. C'est pour ça qu'il y a un nouveau procès. Alors, oui, moi je pense que si j'étais l'avocat de la défense, parce que bon, ils ont réussi à passer cette défense de non-responsabilité, je consulterais ou j'aurais consulté d'autres spécialistes pour en mettre un peu davantage devant les jurés. C'est fort probable qu'il y aura d'autres spécialistes qui vont témoigner et d'un côté comme de l'autre. Parce que la défense du lave-vite, là, ça ne tiendra plus, parce que on a eu l'impression qu'on nous a passé l'idée que parce qu'il avait consommé du lave-vite, là, l'idée de se débarrasser de ses enfants est arrivée, mais la défense d'intoxication ne tiendra plus, là, si on se fie à ce qu'on a dit. C'est ça. La question est de savoir, est-ce qu'il a pris du lave-vite? Et après avoir pris du lave-vite, c'est là qu'il est devenu dans un état de dissociation. Si c'est ça, ben c'est une intoxication volontaire qui n'amène pas une défense de non-responsabilité. Ou s'il avait cette maladie mentale qui l'a amené à prendre du lave-vite, là peut-être. Et c'est pour ça que la Cour d'appel a ordonné un nouveau procès, presque essentiellement sur ce point-là. Donc, on va revenir avec toutes ces notions-là au niveau du procès. À quel moment a-t-il pris du lave-vite? À quel moment a-t-il dissocié? À quel moment il a eu cet état mental qui faisait en sorte qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Alors, tout ça va être débattu encore et avec les mêmes spécialistes et peut-être d'autres. OK, alors on va y penser au cours des prochaines semaines parce que j'ai l'impression que ça va rebondir assez rapidement. Mais au retour, si vous restez avec moi, messieurs, on va analyser ce qui s'est passé au procès de Luca Rocco Magnotta parce que la psychiatre qui l'a suivi pendant un certain temps a résumé tout le passé de Magnotta. Et vous allez voir, c'est assez